Bonjour à tous. Pendant les 15 minutes qui m'ont été accordées, je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble des conséquences pour les entreprises de cette crise du Covid-19 et principalement sur leurs besoins de financement. Alors, pour commencer, il faut souligner l'impact de la pandémie sur l'activité économique qui a été d'une ampleur tout à fait inédite. Donc, au deuxième trimestre de 2020, on a pu observer une contraction de 14% du PIB de la Belgique, exprimé en glissement annuel, donc c'est-à-dire par rapport au deuxième trimestre de 2019. Alors, l'effet a surtout été ressenti dans les secteurs euh, qui ont dû arrêter totalement ou partiellement leurs activités en raison des mesures de confinement. C'est notamment le cas du commerce, des transports et de l'horeca. Alors, d'autres secteurs ont aussi subi un choc, par exemple via des effets de demande ou des problèmes d'approvisionnement. Heu, Par ailleurs, on n'a malheureusement pas de compte trimestriel au niveau régional, mais les courbes synthétiques de conjoncture construites à partir des données d'enquête suggèrent que l'impact sur la croissance devrait être semblable dans les 3 régions du pays, même, voire un peu plus important, à Bruxelles. Alors, un arrêt total ou partiel des activités signifie aussi un arrêt total ou partiel des entrées de cash flow pour les entreprises concernées. Donc, si ces dernières ne sont pas en mesure d'aussi mettre un coup d'arrêt à leurs dépenses au moment où leur activité doit cesser, et si elles n'avaient pas suffisamment de réserves de liquidité au moment où cela s'est produit, elles ont fatalement éprouvé des difficultés pour honorer des échéances de paiement à court terme. Alors, il est aussi important de noter que ce problème, ce phénomène peut toucher des entreprises qui sont parfaitement rentables et viables en temps normal. À la fin de 2020, avec deux de mes collègues de la Banque nationale, donc Joris Tillens et Olivier De Jong, nous avons publié une étude où nous avons tenté d'évaluer l'importance de ces déficits de trésorerie. Et les graphiques que vous voyez ici sont une actualisation des résultats de cette étude. Donc là, on estime que 29 des entreprises belges se seraient retrouvées avec un tel problème de liquidité à la fin de 2020, en l'absence de sources de financement supplémentaires et en l'absence d'extension de leur délai de paiement. Cette proportion est toutefois ramenée à 23 si l'on tient compte des déficits de trésorerie résolus grâce à des mesures de soutien. Donc je pense notamment au moratoire sur les remboursements d'emprunts, les prêts garantis par l'État, le recours au chômage temporaire, les indemnités forfaitaires régionales et aussi quelques mesures fiscales comme la déduction anticipée pour perte. Notez aussi que l'estimation qui est présentée ici tient déjà compte des crédits bancaires obtenus par les entreprises depuis le début de la crise. Donc, malgré les différentes mesures prises par les pouvoirs publics et l'intervention du secteur financier, les problèmes de liquidité restent très importants dans certains secteurs, en particulier ceux qui ont été les plus affectés par les mesures de confinement, donc comme les services personnels, la restauration, les agences de voyage, les activités sportives, les congrès, les salons, donc l'événementiel. D'une manière générale, il y a donc de fortes différences en termes de déficit de trésorerie selon les secteurs. C'est moins le cas selon les zones géographiques, même si là aussi on peut quand même observer quelques disparités. Donc on voit ici sur le graphique de droite que les entreprises localisées dans les provinces wallonnes sont un peu plus touchées que dans les provinces flamandes, et Bruxelles l'est d'ailleurs encore davantage. Donc ça, c'est surtout lié à la taille des entreprises et à la structure de l'activité. On sait que dans une agglomération urbaine comme Bruxelles, notamment, on retrouve beaucoup d'entreprises actives dans les secteurs les plus touchés par les mesures de confinement, comme l'horeca par exemple et le commerce. Euh, Donc, malgré les mesures de soutien, il reste un besoin de financement, et dans l'étude que j'ai mentionnée, on a aussi examiné la possibilité que ce besoin de financement soit intégralement satisfait par de la dette. Et cette simulation
a montré que cela pourrait poser un problème de solvabilité pour de nombreuses entreprises. Alors pourquoi? Parce qu'elles se retrouveraient alors avec une dette qui serait plus élevée que la valeur de leurs actifs, ou dit autrement, avec des capitaux propres négatifs. Et la conséquence logique de cela, c'est que cela rend plus difficile l'accès de ces entreprises au crédit bancaire, étant donné qu'elles n'auraient plus suffisamment de garanties à offrir aux banques pour permettre à ces dernières de récupérer leur mise en cas de défaut de paiement. Donc, comme pour les déficits de trésorerie, il s'agit, d'une situation dans laquelle peuvent se retrouver des entreprises viables, rentables et solvables avant la crise. Donc pour ces cas-là, le recours à des financements alternatifs au crédit bancaire peut tout à fait se justifier. Alors je pense notamment, aux prêts garantis par l'État, aux injections de nouveaux capitaux ou de capital de quasi-capital, comme les prêts subordonnés octroyés par, des sociétés publiques d'investissement. Cependant, dans une optique, d'allocation efficace, des financements publics, il est important que l'octroi de tels crédits se fasse, de tels financements, se fasse suivant une approche discrétionnaire, hein, pour éviter les effets d'aubaine ou pour, éviter d'investir à perte dans des entreprises qui ne sont pas viables. Alors, celles-ci, on peut le noter, sont proportionnellement plus nombreuses, dans certains des secteurs touchés par la crise. Notamment dans les services personnels et la restauration, où environ, un tiers, des entreprises affichaient déjà des capitaux propres négatifs avant la crise du Covid-19. Autrement dit, elles accumulaient déjà des pertes, ce qui peut s'expliquer par le fait, qu'il s'agit d'entreprises de petite taille et assez vulnérables qui évoluent dans des secteurs d'activité, probablement assez compétitifs. Alors, j'ai beaucoup parlé des besoins de financement. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on n'a pas tellement d'informations sur, la mesure, dans laquelle, ils ont pu être satisfaits jusqu'ici. Donc pour cela, il faudrait disposer des données, des comptes annuels et on ne les aura qu'à partir de l'automne. Heu, les résultats de l'enquête de l'ERMG, donc qui sont représentés dans ce graphique, donnent déjà à penser qu'une partie, des problèmes de liquidité ont été résolus grâce à l'injection de capitaux. Par exemple, pour, parmi les entreprises de moins de 10 employés, donc ici la barre orange, près d'1 sur 5 a bénéficié d'injection de fonds provenant soit du chef d'entreprise, de ses amis ou de sa famille. Donc un autre élément qui semble avoir joué, dans le contexte de cette crise, c'est l'allongement des délais de paiement aux fournisseurs ou, dit autrement, une sorte de financement par un surcroît de dette commerciale, ce qui peut, peut-être aussi entraîner des complications si les fournisseurs en question font eux aussi, face à des problèmes de liquidité. Alors, donc jusqu'ici, j'ai évoqué quelques facteurs, donc les les mesures de soutien, le refinancement, l'extension des délais de paiement qui ont, probablement contribué à limiter le nombre de faillites, dans un contexte où on s'attend toujours à ce que celles-ci augmentent, fortement après, la fin des mesures de soutien. Donc elles restent, donc le niveau des faillites reste de manière générale très faible, mais il y a aussi d'autres raisons qui peuvent expliquer cela. Et donc évidemment, donc le moratoire sur les faillites qui a été décrété à 2 reprises. À cela s'ajoute probablement un ralentissement de l'activité des tribunaux de l'entreprise et aussi, la la décision, de l'administration fiscale et de l'ONSS de ne pas citer les entreprises en faillite en cas de non-paiement des dettes fiscales et sociales. Alors, il y a un dernier élément à ce sujet qui me semble intéressant de relever, c'est la renégociation de certains contrats de crédit, que l'on peut, heu, observer au travers des données de reporting, des banques belges. Donc c'est ce qui est illustré, sur ce graphique, où l'on voit que la part des contrats de prêts bancaires faisant l'objet d'une révision, par exemple, un rééchelonnement des échéances est en augmentation depuis le deuxième trimestre de 2020. Donc c'est la partie bleu clair ici, sur le graphique. Bon, la hausse est jusqu'ici assez modérée puisqu'elle porte sur environ 1 de l'encours total, des prêts bancaires. La part des prêts défaillants, connaît
elle aussi une hausse, mais quand même très faible, du fait notamment des mesures de soutien. Donc, il est énormément probable que les banques devront faire face à une augmentation des défauts de paiement lorsque les mesures de soutien arriveront à leur terme. Et donc ça, c'est une trace que la crise pourrait laisser derrière elle. Alors, elle devrait aussi en laisser d'autres, notamment d'une manière générale sur le développement des entreprises et peut-être aussi sur la croissance de l'emploi. Donc, pourquoi ? Parce que certaines entreprises ont été amenées à contracter des dettes qu'elles n'auraient pas dû contracter s'il n'y avait pas eu la crise du Covid. Cela signifie qu'elles devront assurer le service de cette dette dans les mois à venir, dans les années à venir, ce qui peut se faire au détriment des investissements. D'autres entreprises n'auront pas dû emprunter pour combler leur déficit de trésorerie, mais ont quand même perdu une partie de leurs réserves de liquidité. Et ce sont des liquidités, naturellement, qui ne pourront pas non plus être utilisées pour des investissements futurs. Alors, cet effet négatif sur l'investissement futur, on peut déjà l'entrevoir dans les réponses apportées par les chefs d'entreprise aux enquêtes de l'ERMG. Dans les secteurs les plus touchés, notamment, on a un impact estimé de 30, un impact négatif de 30 à 40% sur les investissements prévus pour 2022. Donc, moi, je pense que cela montre bien que pour les entrepreneurs et pour les entreprises touchées par la crise, le défi ne se limite pas à combler les pertes de liquidité causées par les mesures de confinement, mais aussi, dans certains cas, à trouver les financements externes et ou à dégager les marges bénéficiaires qui leur permettront d'assurer leur développement. Voilà, je vais donc conclure là-dessus et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christophe. Maintenant, rentrons dans le panel. Nous avons encore devant nous presque une heure pour pouvoir discuter. C'est un beau temps. On va pouvoir le mettre à profit. Alors, moi, je verrais bien ce panel s'axer d'abord vers la situation macroéconomique, puis passer le mot au niveau microéconomique, et puis avoir l'ensemble des réponses de la politique économique. Est-ce que les aides qui sont allouées sont bel et bien les bonnes? On ne va pas tomber évidemment dans un plaidoyer pour ou contre, mais il peut y avoir des échanges à ce propos. Et comment éventuellement faire évoluer les choses dans la bonne direction. Alors, un bon débat, ce n'est pas un débat figé. Donc, il est bien clair qu'on fera des allers et retours sur base des diverses questions qui seront posées par le public et qui, pour le moment, ne m'a encore envoyé aucune question et réponse. N'hésitez donc pas à le faire. Alors, pour lancer le débat, je voudrais d'abord me tourner vers Olivier de Wassège. Olivier, tu représentes les entreprises de Wallonie. Alors, en fin de compte, les entreprises, qu'est-ce qu'elles en disent de leur situation actuelle? Est-ce que les problèmes de trésorerie, est-ce que les problèmes de solvabilité se font ressentir ou non? Comment l'UE comprend-elle la situation actuelle? Oui, ben, merci Alain pour cette introduction. Évidemment que nous avons ce ressenti de la part de nos membres et de toutes les entreprises de Wallonie. Ce serait évidemment assez bizarre que ce que Christophe Piette vient de nous expliquer ne s'applique qu'aux entreprises au nord du pays et pas à celles du sud du pays. Et probablement cela s'applique-t-il encore plus dans le sud du pays que dans le nord, puisque comme vous le savez, nous avons un tissu économique constitué majoritairement de petites entreprises. La taille moyenne des entreprises est de 9 personnes en Wallonie contre 11,5 en Flandre. Ce différentiel est extrêmement important, pas de manière absolue, mais de manière relative, c'est quand même énorme. Et si on arrivait au même taux par entreprise qu'en Flandre, on n'aurait plus de chômage en Wallonie. Donc, on sait qu'elles sont souvent moins structurées capitalistiquement, et donc problème de trésorerie et problème évidemment de solvabilité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui,
un tiers des entreprises qui étaient dans une situation de très bonne à moyenne avant la crise se retrouvent aujourd'hui avec des problèmes financiers qui sont, eux, de modérés à graves. Et donc, Christophe Piette l'a souligné dans son exposé, on a encore aujourd'hui la chance d'avoir un certain nombre de stabilisateurs économiques qui permettent de vivre, je dirais, sous Baxter pour un certain nombre d'entre elles pendant encore un certain temps. Mais ce temps, il aura une fin. C'est le jour où on arrêtera le chômage pour force majeure, qui, je le rappelle, en Wallonie, concerne encore à peu près 90 000 personnes. Donc, 90 000 personnes en Wallonie sont encore au chômage économique force majeure, ce qui est évidemment extrêmement important. Le jour où ces personnes vont revenir, il y aura des décisions qui seront difficiles à prendre dans certaines entreprises, avec probablement des licenciements. Des licenciements, qui dit licenciement, dit coût de licenciement. Je rappelle qu'on a en Belgique un des coûts de licenciement le plus important, le plus cher d'Europe. Il faut de la trésorerie pour licencier, donc c'est quelque part l'effet boule de neige. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on vit encore un certain nombre de problèmes liés à la crise dont on ne se rend peut-être pas compte, parce que ce n'est pas qu'en sortie de Codeco qu'on en parle et que la presse en parle. Je pense notamment à tous les problèmes d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement de certains matériaux composants qui font que certaines entreprises aujourd'hui ont du chômage technique, faute de pouvoir travailler n'ayant pas les matières premières, que le prix de nombreuses matières premières a doublé ou triplé, ce qui peut avoir évidemment un impact énorme en termes de rentabilité, mais même, admettons qu'il n'y ait pas de problème de rentabilité parce que ce qu'on a acheté 3 fois plus cher et puis qu'on a travaillé, on le revend 3 fois plus cher, ça pose un problème, je dirais, de trésorerie, puisqu'il faut acheter plus cher avant d'être payé peut-être plus cher, et donc ça a un impact sur la trésorerie. Et pour ceux qui exportent, on n'a pas encore aujourd'hui nécessairement toutes les adaptations qu'il faut en termes de couverture de ce risque à l'exportation. Je rappelle aussi qu'on a toujours des problèmes dans les missions professionnelles à l'étranger, de retour de missions professionnelles qui se passent dans des lieux, dans des régions tout à fait sécurisées ou pas moins sécurisées qu'en Belgique, mais où les collaborateurs sont obligés d'être mis en quarantaine dans la majorité des cas, ce qui impacte évidemment aussi la productivité des entreprises. Et je terminerai en disant qu'à côté de cet impact qui reste majeur et qui reste une préoccupation, on reviendra certainement tout à l'heure sur des solutions, est aussi un impact asymétrique, comme l'a montré Christophe Piette dans son exposé. Je voudrais quand même peut-être aussi souligner, quand même pour terminer mon intervention sur une note positive, qu'à côté des secteurs en difficulté qui ont été évoqués, et auquel peut-être j'ajouterais un qui ne ressort pas des slides, mais qui nous remonte du terrain, c'est quand même une certaine partie de l'industrie aujourd'hui, tout ce qui est fabrication de machines, équipements, matériel de transport, etc., souffre quand même de la métallurgie. Tous les sous-traitants de l'aéronautique, par exemple, souffrent quand même énormément, mais quand même souligner de manière positive en conclusion que certains secteurs s'en sortent quand même bien, et même très bien, font des bonnes années. Je pense évidemment à la pharma, à la chimie, à la finance, à l'ICT, au commerce, en tout cas une partie du commerce. La grande distribution a fait une année tout à fait correcte, notamment dans ce qui est alimentaire, évidemment. Ce n'est pas le commerce de fringues, évidemment, qui a fait une bonne année, mais le commerce alimentaire, oui. Que dans l'agroalimentaire, à l'exception de ceux qui travaillent pour l'ORECA principalement, ils ont quand même bien travaillé en 2020. Je prends par exemple la société de mon actuel président Jacques Rey, Cosucra, qui fait une excellente année et ça continue. Dans la construction aussi, François s'y reviendra certainement, mais hormis évidemment l'immobilier de bureau qui est un petit peu freiné pour le moment, beaucoup de gens investissent aujourd'hui, de particuliers investissent dans la rénovation de leur maison, etc. Et donc, certaines ont des carnets de commandes relativement pleins, pour autant qu'ils trouvent de la main-d'œuvre, qui reste aussi un problème récurrent chez nous. Voilà pour ce tour d'horizon. Merci Olivier. Une question qui vient du public et qui t'est directement adressée. Est-ce qu'on a une idée des secteurs les plus impactés au niveau des 90 000 chômages économiques pour force majeure?
Oui, voilà. Alors, je n'ai pas en tête les chiffres extrêmement précis, mais on peut d'office dire que ça reste le cas hein, dans les agences de voyage, même si ben, il y a une embellie peut-être depuis vendredi dernier, mais c'était un des secteurs évidemment qui était le plus touché, ben, le domaine de toutes les activités sportives, de tout l'événement. Hein, donc, les traiteurs, tous ceux qui sont autour de l'événementiel, qui organisent, ben voilà, hein, on aurait pu organiser ce webinaire en présentiel, avec un bon sandwich après, avec un traiteur qui aurait presté, mais ce n'est pas le cas, donc ils en souffrent énormément. Tous les traiteurs aussi qui travaillent au-delà de l'événementiel B2B, qui travaillent pour les particuliers, combien de personnes aurons-nous dans les mariages cet été-ci? Il y a évidemment aussi encore pas mal de chômage, force majeure, dans les secteurs justement des sous-traitants, des secteurs les plus impactés, hein, ceux qui étaient dans l'agroalimentaire et qui fournissent l'ORECA, ben, ça va revenir tout doucement, mais étaient encore au chômage, et dans l'industrie évidemment, hein, dans les sous-traitants, par exemple de l'aéronautique, ben, c'est certain que c'est aussi un secteur qui connaît encore pas mal de chômage. Merci beaucoup, Olivier. Je me tourne maintenant vers Philippe Ledan. Philippe, en tant qu'économiste, tu suis naturellement de près la situation économique du pays, mais aussi de notre région. Qu'en penses-tu? Moi, je voudrais attirer ton attention d'abord sur une question qui vient de nous être posée concernant des éventuelles comparaisons qui existeraient entre l'impact du Covid sur nos entreprises par rapport à d'autres régions en Europe, d'une part, et alors d'autre part, outre l'ensemble des points que tu souhaiteras très certainement aborder, j'aurais bien aimé que tu puisses nous donner ton avis sur les faillites. Comment vois-tu l'évolution des faillites en Belgique et plus spécialement en Wallonie? Hein, on sait que le moratoire, Christophe Piet l'avait d'ailleurs souligné, que le moratoire s'est arrêté le 31 janvier, mais bon, on était dans un quasi-moratoire de fait. Comment vois-tu l'avenir à ce niveau-là également? Merci Philippe. Ok, bonjour à toutes et à tous. Ça fait beaucoup d'éléments. Je vais essayer de les synthétiser très très rapidement. Et donc désolé si je vais plutôt avoir des propos par bullet point plutôt que de faire une longue tirade. Peut-être un élément préliminaire très important. N'oublions pas qu'effectivement, cette crise du Covid et ses conséquences économiques ont généré une perte globale d'activité, donc de revenus, qui sera difficile de rattraper et qui va nous accompagner encore pendant plusieurs années. On l'a très bien montré au niveau des investissements, par exemple. Hein, les entreprises qui doivent se refaire, mais c'est autant de moyens qu'elles ne vont pas pouvoir consacrer à l'investissement. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a eu une perte globale d'activité que nous allons tous et toutes supporter. Hein, quelqu'un qui se dirait aujourd'hui, mais finalement, moi, voilà, j'étais salarié, j'étais en télétravail, je n'ai pas perdu grand-chose. Eh bien, il en perdra malheureusement probablement dans le futur par une augmentation des impôts, parce que c'est l'État qui a pris à sa charge la plus grosse part de la perte dans un premier temps, mais l'État, il devra bien se rattraper plus tard. Donc, c'est quelque chose qui va malheureusement nous accompagner encore pas mal de temps, et je dis ça pour bien saisir, pour bien capter la gravité de cette crise. Ça reste la plus grave crise en termes de perte d'activité depuis bien longtemps. Et donc, il ne faut malheureusement pas penser qu'on aurait trouvé certaines formules magiques qui vont permettre de passer au travers sans aucun dégât, que du contraire, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Premier élément. Deuxième élément, heureusement, aujourd'hui, la plupart des institutions, qu'elles soient nationales ou internationales ou régionales, tablent sur le fait qu'effectivement, les perspectives économiques sont maintenant meilleures grâce à la vaccination qui devrait, sauf très mauvaise surprise de dernière minute, permettre de réouvrir les économies et permettre de consommer. On l'a bien vu, hein, et c'est un autre élément de ce phénomène de reprise, les problèmes économiques sont concentrés sur les secteurs qui sont liés à la consommation des ménages. Et une fois que l'économie va pouvoir réouvrir, cette consommation des ménages, elle devrait normalement reprendre. Hein, et donc, comme c'est pile les secteurs qui sont les plus touchés, ça devrait les aider. Et cette consommation des ménages, tout le monde s'attend à ce qu'elle reprenne, également par le fait
que les comptes sectoriels de 2020 montrent que le revenu macroéconomique disponible des ménages, il a plutôt eu tendance à augmenter l'année dernière. Donc c'est un élément très important, c'est que globalement, les ménages ne se retrouvent pas à la fin de cette crise avec un revenu disponible qui aurait été très fortement amputé, auquel cas, j'aurais bien du mal à prévoir une reprise fondée sur la consommation des ménages. Donc, on a la vaccination, on a la consommation des ménages qui devrait reprendre, on a des plans de relance qui sont très ambitieux, à des degrés divers à travers la planète, mais il y a des plans de relance qui est une caractéristique très différente de précédentes crises, et on a des politiques monétaires qui restent très accommodantes avec des taux bas et des conditions de financement. Donc tout ça devrait permettre effectivement une reprise de l'activité, ce qui devrait aider les entreprises qui ont subi les pertes, les difficultés en matière de liquidité, de solvabilité. La première chose dont elles ont besoin, c'est que la situation s'améliore. Et aujourd'hui, il y a quand même, sauf très mauvaise surprise, un consensus pour dire que ça va s'améliorer sur base des 4 éléments que je vous ai cités. Ceci étant, je pense qu'il va effectivement, ça a déjà été évoqué, il va effectivement y avoir une période assez délicate qui va se situer dans deuxième partie d'année, probablement plutôt à la rentrée, qui va être cette phase où on va à la fois normalement être dans une reprise économique, mais où en même temps, les mesures de support aux entreprises et aux ménages vont être stoppées. Je reste effectivement, et Olivier l'a très bien signalé, je pense que c'est vraiment un élément très important pour la situation des entreprises et pour les prévisions économiques, je reste malgré tout préoccupé par cette énorme utilisation du chômage Covid. Et pour regarder les données au niveau sectoriel, c'est vrai, il y a vraiment tous les usual suspects, les traiteurs, l'ORECA, les agences de voyage qui utilisent beaucoup, mais vous avez toute une myriade de secteurs, presque tous les secteurs de l'économie, qui utilisent entre 5 et 10% de leur personnel le chômage spécial Covid. Ça, c'est pas normal, si vous voulez. Hein, parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a un manque de demande, où on arrive à faire la même chose avec moins de personnel. Comme la mesure est là, on l'utilise. Mais, comme Olivier l'a très justement dit, je crains qu'à partir du moment où ces mesures vont prendre fin, et que ce soit le moratoire sur les faillites, que ce soit le chômage Covid, il va y avoir une période assez délicate où on risque malgré tout d'avoir certaines mauvaises nouvelles d'un point de vue microéconomique au niveau des entreprises, au niveau des secteurs, malgré le fait que macroéconomiquement, on sera dans une période de reprise. Donc, il y aura une période assez délicate là. C'est pour ça que je n'aime pas de dire, voilà, waouh, tout est super positif pour le moment. N'oublions pas qu'on part d'un point bas, c'est la perte de 2020, qui va nous accompagner encore longtemps, et que il va y avoir un phasing out de toutes les mesures de soutien qui va générer une période assez délicate. Dernier point par rapport à tes questions, Alain. Donc, pour les faillites, vous comprendrez que j'ai exactement la même analyse. On va avoir la confrontation d'un scénario économique qui s'améliore parce qu'effectivement, on devrait avoir une réouverture de l'économie, la consommation qui reprend, le commerce international qui est en plein boom, les ambitions des plans de relance aux États-Unis qui vont générer des exportations vers les États-Unis. Donc tout ça, ce sont des éléments très positifs. Le plan de relance européen et autres. Enfin, voilà, bon, il y a suffisamment d'éléments que j'ai évoqués. Et en même temps, les chiffres de Christophe l'ont bien montré, on a eu une baisse très forte du nombre de faillites, ce qui n'est pas nécessairement normal, même par rapport à une situation normale. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un moment, il ne faut pas se leurrer, il va y avoir un phénomène de rattrapage. Je ne pense pas que les mesures de soutien à l'économie pendant la crise ont permis d'effacer les problèmes récurrents de nombreuses entreprises. Donc, on va avoir un phénomène de rattrapage du nombre de faillites, ne fût-ce que pour revenir à un rythme normal, qui est la transformation permanente du tissu économique. Et au-delà de ça, je crains effectivement qu'il y aura un impact net de la crise du Covid qui se fera davantage sentir dans cette phase de phasing out des mesures de soutien. Et personnellement, actuellement, mon estimation, c'est que ce phénomène de perte nette
ou de surcroît net de faillite par rapport à une période normale serait globalement similaire à ce qu'on a observé après la crise financière, malgré le fait que la crise elle-même est plus profonde, mais d'un autre côté, elle est plus courte et elle a été plus soutenue. Les entreprises ont été plus soutenues qu'à l'époque. Donc, les conditions macroéconomiques sont différentes. Mais l'un dans l'autre, compte tenu de la gravité, je ne serais pas étonné de voir, au-delà du phénomène de rattrapage, un surcroît de faillite similaire à ce qu'on avait pu observer après la crise financière. Et en fait, en cumulé sur 5 ans, c'était l'équivalent d'un an de plus de faillite après la crise financière. Bon. Ça, c'est pour répondre à la question de faillite, mais c'est assez logique par rapport aux éléments que je vous ai soulignés. Alors, au niveau des régions ou des comparaisons internationales, ce qu'on voit évidemment, c'est que la Belgique est un peu dans le ventre mou au niveau zone euro. Quand on prend tous ces éléments ensemble, les mesures de soutien, la sévérité de la crise, sa durée, la situation avant la crise, etc., les perspectives de reprise, on est un peu à l'image de la moyenne de la zone euro. Ça veut dire que vous avez des pays où la situation est déjà bien meilleure, les Pays-Bas, l'Irlande, la Finlande, où là, en fait, la crise du Covid a été moins grave que la crise financière. Et donc, ces pays ne sont pas loin déjà d'une situation beaucoup plus normale. Et puis, à l'autre opposé, vous avez plutôt, surtout, je suis assez inquiet pour l'Espagne notamment, qui a connu une crise tout à fait énorme, qui a beaucoup de chemin à rattraper. L'Italie également, la France, où les entreprises ont fort souffert, malgré toutes les aides qui ont été mises en place. En fait, on voit des comptes sectoriels des entreprises, que les entreprises ont plus souffert en France qu'en Belgique, par exemple. Voilà, Italie, Espagne, France, ce sont des pays qui sont quand même dans une situation manifestement plus difficile que la situation de la Belgique et de la Wallonie. Voilà un peu les éléments. Alors, j'en aurai d'autres, mais je veux quand même laisser la parole. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, donc je m'arrêterai là. Merci Philippe. Néanmoins, si tu le veux bien, conserve le micro pendant quelques instants. Et si tu pouvais répondre aux 5 ou 6 questions que nous venons de recevoir, un petit peu en dehors de notre sujet de base, mais c'est vraisemblablement une préoccupation de beaucoup de participants au séminaire, ce sont des questions relatives aux matières premières. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement résumer les causes de ces augmentations très importantes de prix, donc les pourquoi, quelque part aussi savoir est-ce qu'on peut s'en sortir et comment, et puis combien de temps est-ce que ça va durer tout ça. Donc, si en l'espace de 2-3 minutes, tu pouvais résumer cela, ça nous ferait très plaisir. Merci. OK. Donc, vraiment extrêmement rapidement. Les prix des matières premières sont un problème lié essentiellement au fait que d'autres régions du monde ont commencé leur période de reprise avant la zone euro. La Chine, en fait, c'est grosso modo depuis avril 2020 qui sont en phase de reprise. Et la fin de l'année 2020, ils ont vraiment un gros boom économique. Et comme la Chine est un énorme aspirateur à matières premières, on a eu une forte progression des matières premières, lié également au fait que comme maintenant tout le monde repart et que toutes les entreprises en même temps veulent reconstituer leur stock, on a des goulets d'étranglement en niveau de matières premières et ça provoque une augmentation. Sachant qu'à côté d'une forte demande, il y a des problèmes logistiques dans l'approvisionnement des marchandises parce que le commerce mondial a été méchamment perturbé durant l'année 2020. Donc, effectivement, c'est un gros problème. Il faut bien scinder l'effet prix, avec des prix de matières premières qui se sont envolés, et des problèmes de disponibilité de composants et de matières. Je pense au bois notamment, qui sont liés à du protectionnisme américain, etc. etc. Mais ce sont deux problèmes qui génèrent pas mal de difficultés pour les entreprises et pourraient être un frein dans la reprise. La bonne nouvelle, c'est que la Chine a déjà décidé d'un peu essayer de calmer son économie pour éviter que cette progression des prix de matières premières ne se poursuive. Alors, est-ce que les prix des matières premières vont chuter? On ne le pense pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Il y a probablement pour le moment une espèce d'overshooting des prix des matières premières. On ne pense pas que ce phénomène va se poursuivre, ça devrait se calmer, mais on va probablement rester dans une période où les prix des matières premières vont rester relativement élevés par une demande mondiale qui est relativement forte dans cette phase de croissance,
Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont une croissance également attendue cette année qui est très, très forte, avec des transformations de l'économie et qui génèrent des appels de matières premières relativement importants. Voilà, je m'arrêterai là peut-être. Merci beaucoup, Philippe. Alors, communication d'ordre général, je vous informe que le lien et le code pour obtenir les attestations ont été envoyés dans le chat. Voilà, avis à toutes celles et tous ceux qui en souhaitent. Je vais maintenant me tourner vers Arnaud Navet. Alors, Arnaud, au sein d'Ariafa, vous fournissez en fait des services de direction financière à temps partagé pour des PME d'entre 10 et 150 travailleurs. Vous êtes donc en contact avec beaucoup d'entreprises. Comment vivent-elles actuellement les problèmes de trésorerie, les problèmes de solvabilité? Est-ce qu'on sent un glissement de ces problèmes de trésorerie vers de la solvabilité et donc vers des risques de faillite? C'est ce qui a été décrit par Philippe Ledan. Et est-ce que vous avez des conseils à donner à ce sujet-là? Merci. Tout à fait, effectivement. Alain, donc, je peux que confirmer effectivement les constats qui ont été effectués tant par Christophe, Olivier ou Philippe, donc, et de cet impact négatif de la crise et d'une recrudescence attendue au niveau des faillites. On intervient au niveau d'Argafine pour une trentaine de PME, donc, qui sont des sociétés entre une dizaine et une centaine de personnes. J'ai fait une petite analyse statistique qui nous représente une petite analyse au niveau de notre portefeuille client qui est non représentative au niveau statistique, mais qui confirme effectivement ce qu'Olivier présentait. Donc on a dans notre panel de clients un tiers de sociétés qui sont impactées de manière très très négative. Un tiers ne sont pas du tout impactés. Et le dernier tiers se partage entre des sociétés qui sont impactées de manière minoritaire ou alors par des sociétés qui elles, tirent leur épingle du jeu au niveau de la crise du Covid. Et par rapport aux craintes qu'on peut attendre vis-à-vis des faillites, j'en ai trois principales qui sont basées vraiment sur notre expérience. Donc effectivement, la première, on l'a un petit peu abordée quand Christophe parlait de délais de paiement qui risquaient d'être allongés ou de difficultés que les sociétés allaient pouvoir rencontrer suite à la fin des mesures d'aide. L'impact est difficilement mesurable pour nous au niveau macroéconomique, mais on sait que dans des secteurs type Horeca, les petits commerces non alimentaires, les agences de voyage ou l'événementiel, certaines ne vont pas parvenir à se relever. Elles sont encore sous perfusion pour le moment, mais de facto, une fois la fin des mesures d'aide, elles vont mettre en difficulté indirectement ou directement leurs fournisseurs. Donc, on a une crainte de notre côté, et c'est ce qu'on ressent aussi au niveau de nos clients, d'un effet domino à ce niveau-là. Et effectivement, on ne perçoit pas encore immédiatement, mais probablement la reprise après les vacances, on attend une augmentation. Et également, on le constate de par les contacts qu'on a avec les cabinets d'avocats qui sont spécialisés, on s'attend à une hausse de PRJ ou bien de faillite purement et simplement. La deuxième inquiétude qu'on peut avoir par rapport aux faillites, à nouveau basée sur notre expérience, est plutôt liée aux très petites sociétés donc qui ne disposent pas d'état financier régulier, de reporting régulier, mais qui vont simplement ici au mois de juin, ou l'ont peut-être fait au mois de mai, ou vont le faire au mois de juillet. Elles vont constater en fait l'ampleur des dégâts en clôturant leur année 2020. Et c'est là qu'ils vont vraiment se rendre compte des difficultés qui ont été présentes. Donc, dans certains cas, le dirigeant d'entreprise aura pu suppléer aux pertes, aux besoins de financement, aux besoins de trésorerie. On va vraiment se rendre compte que la situation est beaucoup plus problématique que ce qui était initialement envisagé. Et là également, j'ai une crainte qu'à certains moments, certaines sociétés ne puissent pas continuer ou prennent la décision de ne pas poursuivre.
Et là, la troisième inquiétude est liée vraiment au thème dont on discute aujourd'hui, à la solvabilité, à la rentabilité et donc indirectement aussi à la liquidité future des PME. Pas mal de PME, donc à nouveau on intervient pour des sociétés en dessous de 250 personnes, donc ce ne sont pas des multinationales où il y a des fonds groupes qui sont mis à disposition. Pas mal de PME ont dû puiser dans leurs réserves, dans leurs fonds propres, ou éventuellement ont dû s'endetter. Et là, je rejoins les intervenants précédents quant aux craintes de se dire, OK, c'est bien, on a généré de la dette, on s'est endetté pour passer le cap, on a eu des aides, mais quid d'abord pour retourner vers une situation de rentabilité qui est correcte, et puis ensuite, comment faire face dans le futur à ces échéances de nouvelles dettes, parce qu'in fine, on va devoir les rembourser. Voilà, donc ce sont un petit peu pour moi les constats qu'on réalise, à nouveau non représentatifs de toutes les PME, notre échantillon étant limité, mais c'est ce qu'on a pu constater dans le cadre de la crise actuelle. Merci beaucoup, Arnaud. Et effectivement, concernant le dernier point que tu as cité, je reviens très rapidement au slide numéro 5 projeté par Christophe Piet, qui avait montré quels étaient les recours aux différentes sources de financement depuis le début de la crise. Et on voyait très clairement, ceux qui ont suivi le début de la présentation avec nous s'en rappelleront, que pour les indépendants, nous avons d'abord et avant tout des injections de capitaux par l'indépendant lui-même. Et ce n'est que vers les sociétés de plus en plus importantes qu'on constate qu'il y a un accroissement plus fort du crédit bancaire. C'est ce que tu soulignais également. Tout concorde donc. Merci. Je voudrais maintenant me retourner vers Françoise Belfroy. Françoise, ton entreprise est active dans le secteur de la construction. On ne va pas parler ni de ton entreprise, ni uniquement du secteur de la construction, mais j'aurais voulu qu'en tant que chef d'entreprise, tu nous fasses part de conseils que tu pourrais donner à nos spectateurs, conseils sur la trésorerie, conseils sur le personnel. On l'a cité, hein, on a vraiment des difficultés à recruter, mais aussi conseils sur les investissements. Le secteur de la construction est un secteur qui est particulièrement attentif aux investissements et j'aurais bien voulu t'entendre pendant quelques minutes sur ces trois thèmes-là. Merci. Merci Alain. Bonjour à tous et à toutes. Bien, mon petit éclairement vis-à-vis des questions que tu m'as posées, Alain, c'est en fait très simple à mon regard en tout cas. Le premier point, la trésorerie, on en a beaucoup parlé et je crois que vraiment, tout chef d'entreprise qui a vécu cette crise sait que la trésorerie est vraiment un élément de résilience essentiel. Que faire, et Arnaud en a parlé également, que faire au niveau de la trésorerie? Bien, la première chose, c'est de garder les yeux rivés sur son compte en banque, sur ses échéances de facture. Les clients doivent payer à temps. C'est vrai que j'ai bien entendu aussi dans la présentation de Christophe qu'on disait, bien oui, il faut allonger les délais de paiement. Or, s'il y a bien quelque chose où il faut être rigoureux, c'est de payer ses fournisseurs à temps et à heure, et c'est de sortir ses factures à temps et à heure, et exiger de ses clients que des factures soient payées à temps et à heure. Ça, c'est vraiment pour éviter l'effet domino qui nous prend au nez si on n'a pas au moins cette exigence-là. L'autre recommandation, c'est que je pense que beaucoup d'entreprises avaient, avant Covid, déjà négocié des straight loans, des lignes de crédit diverses, même par bonheur, s'ils n'ont pas eu l'occasion de les utiliser, surtout ne pas les abandonner. Parce que clairement, et on vient de l'entendre aussi de Philippe, il va y avoir du grabuge après le mois de septembre. Donc, préservez vos lignes de crédit, ne les laissez pas filer, même si elles vous coûtent un petit peu pour les garder, gardez-les. Et essayez de trouver tout outil de financement, hein, il y en a à la SOAL fin,
ou ailleurs, mais pour être sûr d'être résilient. Donc ça, c'est pour le côté trésorerie. Au niveau du personnel, le personnel est quand même un élément essentiel dans tous les métiers, mais en construction, vraiment, vraiment essentiel. Même chose, respecter rigoureusement le paiement des salaires. Ça doit être fait à temps et à heure. Ils comptent sur vous. Soyez à l'écoute parce que eux aussi vont avoir très mal et ça nous attend, là c'est en train de se passer, parce qu'il y a eu beaucoup, même dans le monde de la construction, mais enfin dans tous les secteurs de chômage Covid. Or, la retenue à la source du chômage Covid est bien différente du salaire. Donc, nombreux d'entre eux vont devoir rendre de l'argent, alors que les ménages ont un peu plus parce qu'ils sont peut-être pas partis en vacances et peut-être pas allés au restaurant. Mais donc là, soyez bien à l'écoute, je pense, en tant qu'employeur, c'est aussi notre responsabilité de dire, voyons s'il y a moyen de les aider. Voilà, je pense vraiment être bien à l'écoute. Et alors, je fais moi ça depuis le mois d'août, mais protégez vos gars, on dit toujours, prenez soin de vous. Depuis août l'année dernière, nous, on fait des tests antigènes. J'encourage tout le monde à faire des tests antigènes, quels qu'ils soient, parce que c'est de la prévention, parce que ça rassure, parce que ça permet d'éviter s'il y a encore contamination. Je sais que les vaccins sont là, mais ça ne veut pas dire que le Covid est parti. Moi, ça m'a permis en tout cas de faire tourner ma boîte sans trop de chômage Covid. Le point suivant, c'est les investissements. Alors, Alain, tu me parles bien d'investissements et je pense que c'est des investissements en général dans le monde de la construction. Moi, je vais d'abord en parler dans l'entreprise. Je pense que c'est vraiment, vraiment important pour le moment, avant que ça ne tourne mal, parce que ça n'a déjà pas bien tourné, mais ça va encore tourner plus mal, je pense. Oser investir. Oser investir et oser investir pour vraiment, c'est en train de redémarrer. Alors, il y aura un effet domino, mais leur démarrage, il est là. Et pour les entreprises solides, ça va bien aller. C'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut investir pour la résilience de son entreprise et pour le développement de l'ensemble des marchés. C'est aussi le moment d'être créatif et créatif en réfléchissant au métier. J'en parlais tout récemment, c'est marrant, tout le monde cherche pour le moment un métier où on peut l'aborder facilement, qui soit rentable et où il n'y ait pas trop de concurrence. Bon, ok, ça ne se passe pas si facilement que ça, mais enfin, se donner la peine de réfléchir à ces métiers et de voir on connaît plein de choses, on maîtrise plein de métiers, plein de techniques. Comment peut-on élargir sa gamme de produits, sa gamme de métiers? Donc, je pense que ça, c'est vraiment aussi important. C'est de se baser, Olivier le répète souvent, nos PME, elles sont trop petites, il faut les développer. Donc, c'est vraiment de se donner la peine de développer, d'être créatif, de réfléchir à ce qu'on peut faire pour élargir. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un point essentiel. Le dernier point auquel je voudrais faire référence, c'est, on l'a dit, il y a beaucoup de capitaux pour le moment sur les comptes d'épargne. Pendant des années, moi, j'ai vécu en disant être seul actionnaire de sa boîte, c'est important. De plus en plus, et plus je côtoie des collègues, je pense qu'ouvrir son capital, comme Iji l'a fait par exemple à son personnel, c'est pas mal pour fidéliser, c'est pas mal pour aussi faire appel à du capital privé qui sinon restera sur un compte d'épargne qui leur coûtera de l'argent. Donc voilà, je pense que c'est à peu près l'ensemble des messages dont je voulais vous faire part. Merci. Merci beaucoup, Françoise. Il nous reste grosso modo 20 minutes pour ce webinaire. Alors, vous vous en êtes rendu compte, on est parti du point de vue macroéconomique, on est arrivé au niveau microéconomique par des constats et puis par des tentatives de réponses appropriées données par les acteurs de terrain privés. Maintenant, je souhaiterais me retourner vers Jean-Pierre Di Bartolomeo en ce qui concerne les aides publiques, la manière dont nos gouvernements ont envisagé la relance et les aides aux entreprises, trésorerie, solvabilité. Alors, si tu pouvais, Jean-Pierre, nous brosser un rapide tableau des aides européennes très vite, des aides nationales très vite,
Et puis après, de pouvoir nous parler des aides régionales qui sont pour nous aussi intéressantes, tellement intéressantes. Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Je parie que tu vas déjà y répondre à beaucoup maintenant. Et puis, on continue avec d'autres questions. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Alors, avant tout, moi, je tiens à dire quand même qu'au cours des 15 mois qui viennent de s'écouler, ça a été une période assez folle pour beaucoup d'entre nous, mais ça a été surtout une période au cours de laquelle j'ai pu, en tant qu'observateur privilégié avec la SOALFIN et les équipes de la SOALFIN, voir à quel point certaines choses fonctionnent quand même vraiment bien dans ce pays et que quand la situation est grave, on peut se retrouver tous autour d'une table. Et je tiens à remercier la Banque nationale aujourd'hui, mais surtout avec la constitution de ce groupe ERMG, d'avoir pu nous permettre à nous de bénéficier d'une vision claire et d'avoir en gros surtout les datas qui étaient nécessaires pour le déploiement de nos politiques à l'échelle wallonne. Donc ça, je tiens quand même à signaler, on se retrouvait là-bas et on avait des alimentations qui venaient nous donner les masses en trésorerie, les masses en solvabilité qu'on allait pouvoir planifier, ce qui nous a permis à la SOALFIN immédiatement de travailler avec le FEI. Vous savez que la SOALFIN est partenaire du FEI, d'aller chercher directement et c'est Viviane Moll et John Weirs qui ont été chercher ça chez moi et je tiens à les remercier parce que très rapidement, on a été activer les fonds européens au FEI pour pouvoir garantir les interventions des AVES, les interventions de la SOALFIN en couverture des prêts bancaires, en trésorerie toujours et en préparant la solvabilité avec le fameux prêt propulsion qui est arrivé il y a quelques mois. Et ça, je tiens vraiment à dire à quel point c'était utile parce qu'on répondait aux préoccupations des entrepreneurs et Olivier avait demandé à M. Dehalu de participer avec nous dans cette task force pour nous dire de quoi avaient besoin les entrepreneurs. Et d'autre part, on avait le lien avec la FEBELFIN, les équipes de Carole Barth qui nous donnaient aussi, en une seule réunion, on avait toutes les banques qui étaient informées sur les produits qu'on allait mettre en place. Donc, ça veut dire que la réponse que le ministre Borsu apportait aux entrepreneurs était une réponse qui correspondait à un besoin des entrepreneurs avec, par exemple, le prêt ricochet qui est venu tout de suite. Alors, je tiens à dire que sur ce sujet-là, on a pu très rapidement comprendre une chose, c'est qu'on avait prévu, nous, un nombre très, très important de prêts ricochet en trésorerie et que finalement, on en a eu moins que prévu parce que les entrepreneurs, et ça a été dit aujourd'hui, ont privilégié d'autres sources de gestion de leur compte courant, avec tout d'abord une diminution des sorties, comme l'a dit Françoise, avec une chasse aux rentrées et avec des économies, plus les mesures que le fédéral a mis en place de chômage, à la fois les chômages pour le personnel, mais on a eu aussi du droit passerelle qui a permis quand même pas mal de souplesse et qui a été le poumon d'oxygène. On a complété au niveau wallon avec des primes qui sont venues couvrir une partie des charges fixes. Et donc, on s'est retrouvé quand même avec un modèle qui était quand même pas trop mal pour passer à travers cette crise. Le seul souci qu'on avait, c'est qu'on était persuadé, après la première vague, qu'on allait redémarrer. Et on a eu la deuxième vague et ainsi de suite. Et finalement, on a quand même pu, petit à petit, et c'est clair que ça a coûté très cher et M. Ledan a raison de souligner qu'il faudra payer ça à un moment donné, mais on a quand même pu, petit à petit, développer une politique d'adaptation. Alors aujourd'hui, on est, et c'est déjà maintenant la deuxième fois en ce qui nous concerne, parce qu'on avait déjà pris cette position-là et cette posture-là en février, la SOALFIN est dans une approche de relance. Alors l'avantage, c'est qu'entre-temps, on a eu finalement au niveau wallon une assez bonne décision de tout mettre ensemble, puisqu'il y avait des plans de résilience et de relance, donc on s'est intégré dedans. Il y avait le plan de transition qui était le début de la base du plan du gouvernement, puis il y a eu Get Up Wallonia et les fonds FEDER sont là. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'avoir un seul document de base qui est finalement ce plan de relance avec différentes sources de financement de manière à s'assurer de l'optimisation de ces sources de financement. Et soyons clairs, il y a des milliards d'euros qui vont être injectés dans l'économie et je suis certain que toutes les personnes autour de la table vont faire pression aussi pour que ce soit injecté le mieux possible. Ça veut dire avec un maximum de retombées futures et donc que ce soit donc des investissements structurants pour l'avenir de la Wallonie, mais également des investissements en matière d'enseignement. Je sais que l'Union wallonne
depuis que je vais à leur réunion, vraiment tapent très fort sur la table pour dire enseignement, 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 formation, formation, formation. Et donc, je pense que là, on a aussi un bel alignement de planètes. On a, en ce qui nous concerne, des produits financiers pour la relance. On a développé avec les Invest, avec la Soalfin, avec la Sofinex, pour les entreprises qui sont ambitieuses à l'international, pas mal de produits financiers. Donc, les produits sont là, l'argent est là. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une dynamique et surtout, et là, je tiens aussi à rebondir sur ce qu'a dit M. Ledan, c'est un côté, une approche positive, et Françoise l'a dit aussi, par rapport à demain. Et je vous donnerai un petit indicateur. On a, comme vous le savez, on sort avec Vlerick School une fois par an et avec BDO, le M&A Monitor, qui donne un peu le signal et la tendance du marché du rachat d'entreprises en Belgique. Et ce qu'on a observé, c'est que le marché est acheteur. Si le marché est acheteur, ça veut dire qu'il y a des gens, des professionnels qui continuent à acheter et à bien valoriser les entreprises qui sont à remettre. Et ce côté-là, et c'était Laurent Renerken qui a tiré mon attention là-dessus, c'est quand même un élément très important pour le futur, parce que ça veut dire que les entrepreneurs, les professionnels, et on a souvent des entreprises qui en rachètent d'autres, ont une vision positive du futur. Donc, on a pratiquement tout. Alors, il manquerait peut-être quelque chose, et j'ai vérifié auprès de Pascal Delcominette, la patronne de la WEX, qui était comment pourrait-on faire pour être très opportuniste et aller chercher dans les plans de relance à l'étranger des opportunités pour les entreprises wallonnes. Et Pascal m'a confirmé que la WEX travaille avec ses équipes et surtout avec son réseau de détachés à travers le monde, à aller identifier dans les plans de relance qui se font partout dans le monde les opportunités d'affaires pour les entreprises wallonnes. Donc, je rappelle que nous, on a Sofinex qui permet justement de financer le rachat d'entreprises à l'étranger ou le développement à l'étranger. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et donc, je suis assez optimiste aujourd'hui pour cette relance et pour la convergence que nous avons en région wallonne. Je crois que le secteur bancaire est prêt et il interviendra fortement dans les dossiers à fort potentiel de croissance, comme on l'a signalé. Et à côté de ça, je dirais que la Soalfin, elle est consciente que les PME ont besoin d'accompagnement pour grandir et on est en train de finaliser une réforme qui est quand même très importante, puisque je tiens quand même à dire que pour toutes celles et ceux qui connaissaient les modèles d'accompagnement d'entreprises en région wallonne avant, où les gens étaient payés, finalement, ils étaient payés et les dossiers se faisaient au fur et à mesure du déroulement. Aujourd'hui, nous n'allons payer les prestations qu'en fonction de la demande qui sera faite par les entrepreneurs. Donc, on va passer d'un système de l'offre où on finançait des structures et des personnes à un système de la demande où on va financer des prestations. Et nous sommes persuadés qu'avec un système d'évaluation, on va augmenter la qualité de l'accompagnement. Donc, ce que je tiens à dire, c'est qu'on a vraiment une approche globale aujourd'hui en région wallonne. On a réformé les structures de manière significative. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de relancer, de participer à cette relance de manière significative. N'oublions pas tous les programmes de sensibilisation des étudiants. C'est un peu mon dada. Ça peut paraître surprenant pour un acteur de financement et de capital à risque, mais quand on fait ces programmes de mini-entreprises, d'incubateurs étudiants, il y a une dynamique qui se crée dans ces écoles. Et je dirais simplement pour celles et ceux qui connaissent par exemple le Venture Lab à Liège, que le Venture Lab c'est ce qui fait rêver les autres étudiants qui sont en premier bac au HEC. Et pas rien qu'au HEC maintenant, puisqu'on voit arriver des ingénieurs, des juristes et d'autres étudiants, des gens de l'ISIL, des gens de Gram. Et on voit donc des jeunes qui rêvent de voir les autres créer leur entreprise. Et ça, il n'y a rien de plus beau que de voir ces expériences-là. Et moi, je souhaite qu'on puisse continuer à investir très fort sur nos jeunes. Et je pense que le programme du gouvernement, si j'ai bien lu, il y avait quand même clairement la volonté de miser sur les jeunes. Et voilà, je vais me mettre en mute. Et je peux juste constater qu'il y a toujours 300 participants, donc je ne les ai pas fait fuir. Voilà, merci. Merci Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Donc j'entends bien, en Wallonie, on a une approche globale, les structures sont rénovées, et donc, on est prêt à aider les entreprises. OK. Message extrêmement positif, reçu 5 sur 5, et je suis persuadé que les entreprises n'hésiteront pas
à suivre le chemin qui mène à la sœur Alphine pour recevoir la partie des aides que vous pouvez leur accorder. Maintenant, j'aurais bien aimé avoir en l'espace de 3 à 4 minutes, pas plus, la réponse de Philippe Ledan à ce propos-là. Il est déjà 12h08, on doit stopper dans 7 minutes, donc je demande à Philippe d'être vraiment très court dans sa réponse. Philippe, est-ce que les aides, tant européennes que nationales, que régionales, sont adaptées à la situation, que ce soit en termes de trésorerie, que ce soit en termes de solvabilité? Merci. Et je pense que premier élément, c'est la prise de conscience de la nécessité d'intervenir par rapport à un choc qui a été énorme. Je ne le redirai jamais assez. Cette prise de conscience, elle est là au niveau européen, au niveau national, régional. On le voit très bien dans plein d'aspects, notamment le fait que la Commission européenne comprend également que dans le cadre actuel, dans le contexte actuel, les règles budgétaires européennes doivent rester assouplies, elles resteront assouplies en 2022 et je veux dire, et seront rediscutées pour la suite. Donc probablement qu'on ne reviendra jamais aux règles budgétaires européennes qui étaient en vigueur depuis la crise financière. Ce sont des éléments qui sont évidemment très importants pour continuer à soutenir les économies, hein, parce que vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde. Si à un moment au niveau européen, on dit voilà, maintenant il faut remettre les finances publiques très rapidement dans les clous, vous n'y arriverez pas. Donc la prise de conscience, elle est là. Je veux dire, la façon d'accompagner les entreprises, que ce soit en termes certainement de trésorerie, solvabilité, moi, voilà, et à entendre certainement Jean-Pierre, je pense bien qu'on est dans le bon. Moi, j'ai toujours un message supplémentaire hein, qu'il ne faut pas oublier. Nous ne sommes pas dans des économies planifiées. Et donc, les aides que les pouvoirs publics peuvent apporter, et certainement compte tenu du choc qu'on a connu, qui est un choc externe qui nous a touchés, c'est tout à fait nécessaire, mais c'est une pièce d'un puzzle très important. Et ce puzzle, bien évidemment, c'est, si j'entends les commentaires et les conseils de Madame Belfroy, c'est tout autant hein, d'être actif, d'investir, de travailler sur son personnel. J'ai vu dans les questions-réponses hein, plusieurs questions sur la destruction créatrice. Hein, c'est important et effectivement, les enquêtes de l'ERMG, c'était signalé dans une autre question, le montrent très bien. Vous avez beaucoup d'entreprises qui pleurent aujourd'hui pour avoir des personnes qualifiées, ce qui me ramène à M. Di Bartolomeo sur le fait que c'est la formation qui est l'essentiel, qui est le cœur. Alors, c'est aussi une matière publique hein, qui est extrêmement importante, au moins tout aussi importante que les aides qui peuvent être apportées en matière de liquidité ou de solvabilité des entreprises. Mais tous ces aspects-là, c'est ça qui fait que vous réussissez une relance. Et donc, voilà, les outils sont là, les outils sont adéquats, mais surtout, n'attendons pas simplement que les aides arrivent pour se dire que ça va aller mieux. C'est un puzzle et chaque acteur a un rôle très important à y jouer. Et donc, le succès de la reprise va se faire sur l'intelligence des gens, l'intelligence des pouvoirs publics, mais l'intelligence des entrepreneurs. Dire, voilà, est-ce qu'on y va? Est-ce le marché est à l'achat? Tout à fait. Hein? Effectivement, il y a des capitaux qui sont là, qui ont envie d'y aller. Les entreprises doivent investir, travailler le personnel doit être qualifié. C'est la responsabilité des entreprises, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Et c'est à ce moment-là que vous avez une dynamique. Et attention, et après j'en termine, promis, mais attention, hein, parce que quand on a un choc tel qu'on a connu, c'est une nouvelle course qui s'annonce. Au niveau international, vous voyez que maintenant, tout le monde veut être le champion du développement durable. C'est pas un hasard hein, si les Chinois ou les Américains débordent d'ambition. C'est simplement parce qu'ils veulent attirer les champions de demain. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il faut créer le plus rapidement possible l'écosystème
chez eux de préférence. Enfin, c'est ça qu'ils espèrent. Donc, c'est une course dans laquelle nous sommes lancés. Et donc, c'est aussi dans ce genre de phénomène de reprise après un énorme choc que les différences régionales se marquent entre les gagnants et les perdants. Donc, si on veut être gagnant, il va falloir être intelligent. Les outils sont là, mais c'est vraiment l'affaire de tous et il faut dépasser un peu ce stade où voilà, c'est juste une question d'aide. Non, c'est une question d'intelligence. Merci.